merci à tous, merci chers membres des différentes délégations qui sont ici présentes. Je voudrais remercier très sincèrement tous les participants à cette université d'été qui quand même pendant 2 semaines a été un espace vraiment de partage d'expériences, d'idées, mais aussi d'engagement, aussi bien ici que sur le terrain. Donc pour faire la synthèse, je ne voudrais pas revenir sur les résultats déjà confirmés, parce que à l'entame de cette université, j'ai eu à présenter quand même les résultats préliminaires issus de la recherche, en tout cas comme présentation de résultats d'étape. Donc je ne vais plus revenir sur ces aspects-là, mais je vais souligner quelques points qui paraissent nouveaux, donc comme on peut qualifier de plus-value par rapport à ce qui a été fait ici. Et je voudrais commencer mon propos à ce sujet-là par, comme nous aimons bien, anthropologues, commencer par faire parler le terrain. Et là, je prends comme point de départ les propos de l'un de nos partenaires de recherche qui qualifie la digitalisation ou le processus de la digitalisation des services publics comme un processus de non-retour. Sur le terrain, on nous a exprimé que c'est un processus de non-retour qui a été partagé également aussi bien par les acteurs de l'État que par les citoyens eux-mêmes. Et à cela s'ajoute un autre propos qui dit que la digitalisation est comme un couteau à double tranchant. Et ces deux propos-là caricaturent de façon générale ce que nous avons expérimenté sur le terrain. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, et ça c'est mon premier point, la digitalisation apparaît comme un champ ou un domaine objet de convoitise de différentes institutions, de différents acteurs. Convoitise parce qu'aujourd'hui, ça peut être comme un domaine transversal. Il n'y a aucun acteur qui se soustrait. On ne peut plus se soustraire de la digitalisation de n'importe quelle manière que ce soit. Donc, dans ce domaine-là, on a plusieurs différents acteurs, aussi bien les acteurs étatiques, para-étatiques que les acteurs privés, qui ne sont pas forcément en compétition. Mais il y a une sorte d'évolution parallèle entre ces différents acteurs-là. Donc, si je prends par exemple, il y a complémentarité ou bien évolution parallèle. Donc, d'un point de vue du côté de l'État, par exemple, qui est le porteur de ce projet politique de digitalisation des services publics, il y a d'une part les PTF qui accompagnent l'État dans ce domaine-là. Ça peut être à travers l'appui financier, l'appui technique, mais il y a également des acteurs privés qui émergent, qui saisissent cette opportunité, non seulement pour s'installer, pour s'imposer comme acteur incontournable, surtout en comblant les défis ou les défaillances de l'État à certains niveaux. Donc je veux nommer par exemple les entrepreneurs du numérique qui ont su exploiter quelques faiblesses de l'État dans la digitalisation pour pouvoir s'imposer. Et donc je dirais que la digitalisation des services publics comme le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et bien d'autres domaines de délivrance des services sociaux élémentaires, désormais la digitalisation apparaît comme un champ où ce n'est pas seulement l'État qui intervient, mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent, qui se complètent parfois ou qui évoluent sans aucune sorte de collaboration. Nous avons vu sur le terrain qu'il y a au sein de la même institution des PTF ou des projets qui ont élaboré par exemple leur plateforme qui n'a aucun lien, aucune relation avec les plateformes mises au point par l'État, mais ce sont les mêmes acteurs qui sont concernés par ces différentes plateformes-là.
Le deuxième, et cela m'amène au deuxième point qui concerne les usages qui sont faits de la digitalisation. Et dans ce sens-là, nous avons l'État qui fournit ses services à travers la digitalisation. Je peux donner l'exemple de la délivrance des actes d'état civil. De l'autre côté, il y a comme usage la production des statistiques. Là également, l'État intervient. On a la plateforme Sidofé qui est spécifiquement dédiée à la compilation des cas et donc pour produire les statistiques qui peuvent être utilisées aussi bien par l'État mais par d'autres intervenants pour pouvoir élaborer leurs programmes ou projets. Un autre usage est relatif au contrôle étatique, c'est-à-dire aujourd'hui la digitalisation apparaît comme un instrument de contrôle social à travers le processus de la digitalisation. Par exemple, l'État a la possibilité, si on prend dans le domaine de l'éducation, de contrôler un certain nombre de choses. Par exemple, désormais, les carrières sont suivies. Désormais, les interactions entre administrés et usagers sont plus ou moins contrôlés à travers la digitalisation. Un autre usage, c'est le renseignement par rapport aux indicateurs de projet. Nous avons vu sur le terrain, par exemple, l'UNICEF qui a élaboré, mis au point sa plateforme qui permet quand même de renseigner sur un certain nombre d'indicateurs. Alors, mais au-delà de ça, ou à marge de ces aspects-là, on ne peut pas ignorer les ambivalences autour de la digitalisation. L'idée première de la digitalisation, c'est l'idéal porté par la digitalisation, c'est l'efficacité dans la gouvernance, c'est la réduction du coût et puis le recouvrement également. Et ça le recouvrement fiscal, ça rentre dans le compte des contrôles. Mais les ambivalences qu'on peut relever, ou quelques ambivalences qu'on peut relever sans être exhaustif, nous savons qu'à travers la digitalisation, comme l'a bien dit Madame la ministre, c'est de rapprocher l'administration ou le service public, au lieu que le service public, que l'usager aille vers le service public, c'est désormais le service public qu'on veut qu'il aille vers l'usager ou vers le citoyen. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a constaté à bien des mesures qu'il y a des localités où il y a plus de distance. Par exemple, la distance peut être même virtuelle, au-delà d'être physique. Aujourd'hui, en raison de la non-couverture systématique de toute l'étendue du territoire national en termes d'infrastructures numériques, les populations continuent toujours de se déplacer pour aller vers des guichets pour pouvoir obtenir le service public. Mais également, il y a une distanciation virtuelle. Et à ce niveau-là, par exemple, les analphabètes qui avaient la possibilité qui n'ont pas de compétences numériques, là, subissent un double poids. Premièrement, ils étaient un peu exclus du fait de leur analphabétisme. Donc, ils sont sujets ils dépendent de beaucoup comment dirais-je, ce sont des acteurs quand même qui dépendent d'une tierce personne pour pouvoir obtenir le service public. Mais avec la digitalisation, il y a non seulement cette première distanciation, mais également le numérique les éloigne davantage de l'administration. Et ça fait partie d'une sorte d'ambivalence. Au-delà de ça, en termes d'ambivalence, la digitalisation est supposée renforcer la citoyenneté. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons pu constater qu'il y a des acteurs, des enfants qui naissent actuellement sans pouvoir se faire établir l'acte de naissance parce que du point de vue du fonctionnement ou de l'organisation structurelle, à certains niveaux,
ils sont incapables et de s'offrir. S'il y a des conditions, obtenir par exemple la fiche d'enregistrement ou de déclaration de naissance. Parfois, il y a des zones où la fiche est en rupture. Et donc, durant tout le délai de 28 jours qui sont impartis pour pouvoir enclencher la procédure, au-delà de ces 28 jours-là, sans fiche, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont sans acte de naissance. Mais en dehors de ces ambivalences, c'est quelques ambivalences que j'ai soulignées, mais au-delà de ça, nous avons pu, et ce serait mon dernier point que j'ai vraiment relevé, que je voudrais partager, c'est l'émergence de nouvelles formes de fraude. La digitalisation est supposée vraiment assainir la relation entre l'administration publique et les usagers, éviter ou réduire les fraudes, la corruption, mais dans les faits, on constate que certes, à certains niveaux, on voit des résultats, mais cela n'empêche qu'il y a des stratégies quand même de contournement pour pouvoir maintenir et puis l'émergence de nouvelles formes de fraude. Et par exemple, à ce niveau-là, nous avons pu, au niveau de la citoyenneté, par exemple, l'administration, certaines plateformes offrent des marges de manœuvre ou des possibilités de manipulation. Il y a par exemple avec le CEMO, des gens qui sont en mesure de frauder pour avoir 2 ordres de mission qui se chevauchent parfois, ou bien c'est le processus de transfert d'un établissement à un autre qui normalement doit être contrôlé par l'État, mais il y a des possibilités de contournement pour pouvoir échapper à ce contrôle-là. Donc voilà quelques points que j'aimerais vraiment, que j'ai bien voulu partager avec vous. Je n'ai pas été vraiment exhaustif, il y a beaucoup de... en tout cas, le terrain que nous avons eu, il y a beaucoup de matières que nous avons pu récolter. Et vraiment, merci à chacun pour l'engagement et pour le travail qui a été fait. Ça a été vraiment très intense, mais nous avons tous tenu et c'est à notre actif. Merci aux partenaires, il y en a 3, mais il y a c'est pas parce que Louisa est là, c'est le Grand-Duché de Luxembourg qui nous finance la recherche sur la digitalisation et qui, dès le départ, a aimé l'université d'été comme partie technique significative de cette recherche-là. Et je tiens à remercier Louisa qui, au-delà de sa casquette institutionnelle, est chercheuse et a connu le LASDEL, a connu des chercheurs au LASDEL et a porté vraiment, je le lis, voilà, apporter cette recherche, en tout cas avec nous, et cette université d'été. Si ça ne vous dérange pas, il faut faire... Merci beaucoup. Les enseignants, chercheurs, mais nous qui sommes ici, nous sommes dans notre devoir, mais par exemple déplacer Jean-Pierre, vous savez ce que ça lui coûte d'être ici, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Les démographes aiment ce terme pour dire ce qu'il ne gagne pas ailleurs parce qu'il est ici, et ce qu'il nous apporte quand il est ici, et ce qu'il endure quand il est ici, quand il doit s'asseoir dans l'avion pour 7 heures, quand il doit transiter entre l'avion et le bus, quand le chauffeur va mal freiner, et tout ça là, alors qu'il est dans le véhicule pour Parakou, pour le LASDEL, et ainsi de suite. Il n'est pas seul, il y a bien d'autres de sa génération, un peu après, il y avait Gilles Holder, avant maintenant, et tous les collègues qui sont encore ici. Vraiment, je ne sais comment dire merci. Et ma collègue, la sénégalaise, est revenue sur l'exemplarité et je veux dire l'émulation, l'encouragement qu'il nous inspire et ces chercheurs. Vraiment, merci pour être toujours là. Le directeur général, le directeur du LASDEL, moi je suis le directeur délégué, a participé depuis longtemps, depuis le début, à l'idée que l'UE se passe au Bénin, et il est resté à tout moment. Je me souviens, toutes les 2 semaines, il disait Sambieni, est-ce que pour l'UE, est-ce que ça avance, est-ce que telle personne, ainsi de suite. Merci, cher Amani, pour tout ça. Et je profite
clin d'œil à Mani pour dire merci à toute l'équipe du Niger. Vous savez, au Niger, nous avons, je crois, une trentaine de chercheurs, mais aussi des administratifs très impliqués comme SIDO, comme HIMA qui sont là. Et je vous signale que nous avons ici 10 participants du site du Niger. Je me demande si le Niger n'est pas plus représenté à cette heure que le Bénin. Je voudrais qu'on les applaudisse. Ça fonctionne très bien et nous vous en sommes très reconnaissants, nous, les chercheurs et surtout au niveau du comité d'organisation. Voilà. Il y a bien d'autres acteurs, les membres du comité d'organisation, ceux qu'on appelle les appuis, c'est-à-dire les chauffeurs, les gardiens. Il y a un mot un peu politique, les hôtesses, c'est-à-dire que les dames qui nous enlèvent les ordures que nous jetons et qui nous apportent le café. Tous ces acteurs, sans eux, on n'aurait pas réussi l'UE. Voilà. Tous, je dis merci. Je remercie très sincèrement, je vais finir, il y a beaucoup d'acteurs, mais les participants que nous appelons institutionnellement les stagiaires. Anta est revenu sur le fait que c'est une formation, bien évidemment, mais tout le monde n'est pas au même niveau d'apprentissage quand même. Chaque fois moi j'ai suivi, peut-être que je ne suis pas classé parmi les stagiaires, mais chaque fois que j'ai suivi une communication, j'ai appris quelque chose. Donc, on est tous, comme le disait un de nos profs, à un moment donné, on forme, mais on est toujours en train d'être formé. On éduque, mais on est en même temps. Donc vraiment, ça a été profitable. Grâce aux apports, c'est ça que je veux souligner, personne n'est venu ici que pour apprendre. Chacun a donné quelque chose. Quand vous avez passé la com, nous avons appris quelque chose. Il n'y a pas de com qui soit passé de communication, je veux dire, sans qu'on apprenne quelque chose, du point de vue des faits, mais aussi du point de vue des techniques, des méthodes, voilà, des pratiques, par exemple, de communication scientifique, méthodologie, etc. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'associe mes remerciements à ceux de mes prédécesseurs pour deux raisons. La première, je pense qu'il l'a souligné. La première, elle est liée aux efforts que chacun de vous a dû fournir pour venir à Parakou. D'habitude, les universités d'été s'organisent dans les capitales et pour associer au défi qu'il a relevé, nous avons pris le défi de l'organiser hors de la capitale. C'est aussi un choix. C'est aussi pour montrer que les villes secondaires méritent d'être animées sur le plan scientifique, sur le plan des rencontres et que c'est pas seulement les capitales qui doivent être considérées. Il faut désormais décentrer à la fois le savoir mais aussi décentrer les rencontres scientifiques. Et je pense que nous sommes en passe, je lis bien en passe de réussir, de relever ce défi. Il ne sera relevé véritablement que lorsque chacun de vous rentrera à la maison et nous enverra peut-être un petit mail ou un petit message pour dire Dieu merci, je suis rentré en famille. En ce moment, nous allons pouvoir dormir sur nos lauriers tranquillement. Le deuxième point que je voulais vraiment souligner, peut-être que certains d'entre vous l'ont constaté. Il y a une certaine transition générationnelle qui est en train de s'opérer au LASDEL. Il y a quelques années, nous étions à votre place. C'était nous qui étions en train d'apprendre aux côtés des aînés, Jean-Pierre, Tidjani, Berchin et bien d'autres. Aujourd'hui, il y a un certain rapprochement générationnel avec vous. Et souvent, on est mal à l'aise quand certains nous disent grand frère, tonton, monsieur, papa. Bon, c'est vrai que c'est des mots qui nous vieillissent. Mais nous, on a plutôt le sentiment qu'on est en train d'amorcer ensemble avec vous, si vous voulez, une nouvelle ère au sein du LASDEL. Et j'ose espérer qu'elle va continuer le plus longtemps possible. Ça, c'est ce qui est de mon discours non protocolaire. Je reviens à mon discours protocolaire pour dire que l'honneur et le devoir me reviennent de prononcer le discours de clôture de cette 9e session de l'Université d'été du LASDEL, dont le thème a porté sur les services publics en Afrique, fonctionnement, réforme et digitalisation.
Avant l'entente de mon propos, le LASDEL par ma voix voudrait adresser toute sa reconnaissance aux autorités de la ville de Parakou pour avoir accepté que cette rencontre se tienne dans leur localité. Nous sommes tous reconnaissants de votre hospitalité et de votre engagement à nos côtés pour la tenue de cet événement. Mesdames et messieurs, permettez-moi également d'adresser mes mots de reconnaissance du LASDEL à l'endroit de nos partenaires qui ont accepté de contribuer financièrement à la tenue de la présente session de l'Université d'été. Il s'agit de l'Agence française de développement, du ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, représenté par la chef de délégation ici, et de l'initiative Minka. Tout à l'heure, Emmanuel évoquait la question des ressources. Donc ce sont tous ces partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans un contexte où le financement de la recherche et le financement des activités scientifiques est de plus en plus difficile. Vraiment, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements. Voilà 2 semaines que démarrait cette rencontre scientifique qui a réuni une trentaine de chercheurs et jeunes chercheurs autour d'une thématique actuelle, à savoir la digitalisation des services publics. 2 semaines au cours desquelles ont été passées au scanner et discuté théories et pratiques autour de la digitalisation. La digitalisation, il faut le relever, s'inscrit désormais dans nos pays comme une des nouvelles orientations des réformes engagées dans les services publics en vue de permettre l'inclusion dans la société numérique. Si aucun des pays représentés ici n'échappe à cette dynamique, la digitalisation n'est pas sans susciter de nombreuses interrogations et des attentes de la part de nos autorités, mais aussi des communautés. J'ai la ferme conviction que les débats que nous avons eus, prolongés par les informations collectées durant cette session de l'Université d'été, permettront de donner quelques réponses aux interrogations que suscite la digitalisation aujourd'hui. Nous fondons l'espoir de voir se construire dans le prolongement de la 9e Université d'été des programmes de recherche structurants et multi-pays en vue d'élargir les horizons d'analyse comparative. Donc nous avons, comme on dit, défriché un espace, un champ. Il va falloir désormais renforcer, si vous voulez, cet investissement en ouvrant sur d'autres pays pour permettre des comparaisons productives. 2 semaines durant, messieurs, mesdames, le LASDEL et par extension la ville de Parakou a servi comme lieu de brassage, de culture, de rencontres et de souvenirs. À l'occasion de cette 9e session de l'Université d'été, la ville de Parakou, quelqu'un l'a dit tout à l'heure avant moi, a accueilli 9 nationalités africaines et européennes. Nous avons appris les uns des autres, comme tu disais tout à l'heure. Nous nous sommes rapprochés les uns des autres. Nous avons discuté des perspectives de futures collaborations scientifiques. Nous nous sommes renforcés les uns auprès des autres, particulièrement moi, personnellement, auprès des stagiaires. Je me suis retrouvé renforcé. Si un de ces constats est vérifié, c'est que le LASDEL aura atteint un de ses objectifs principaux, à savoir favoriser les échanges et les coopérations et renforcer les capacités de recherche en Afrique et sur l'Afrique. Je me réjouis particulièrement du climat de fraternité qui a marqué nos relations ces 2 semaines durant. En rentrant dans vos familles respectives, j'espère que chacun de vous gardera un bon souvenir de cette 9e session de l'Université d'été de Parakou, mais aussi de la ville de Parakou. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui se sont investis pour rendre votre séjour et vos travaux agréables. Sambieni l'a déjà dit, mais ce n'est pas mauvais de le rappeler ou de renforcer. Il s'agit du personnel d'appui qui est très souvent invisible, mais qui fait un travail de fourmi pour rendre notre environnement agréable et utilisable.
Donc le personnel d'appui qui assure nos déplacements, qui rend notre environnement propre, qui répond à nos sollicitations et qui, avec sourire rassurant, nous sert, comme tu l'as dit, café, thé, repas, etc. Pour terminer, je demande à chacun d'accepter nos sincères excuses pour les éventuels ratés dans l'organisation de la présente université d'été. Rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour la 10e session. Je ne sais où, mais la date vous sera communiquée. Donc, tout en vous réitérant mes sincères remerciements pour votre participation à l'université d'été du LASDEL à Parakou, je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives. Je par remercier Emmanuel Issoufou, vous me permettrez, monsieur le directeur, de passer au-dessus de vous, parce que ce sont les collaborateurs avec lesquels j'ai le plus travaillé cette année sur ce projet. Comme l'a dit Emmanuel, c'est avant tout un projet très personnel qu'il me tenait vraiment beaucoup à cœur de voir réaliser. Et donc c'est pour ça que j'ai fait 6 heures de route aujourd'hui pour être avec vous et juste avec vous. C'est un projet qui est né d'une rencontre qu'on a eue il y a environ 1 an et sur lequel on a pu construire ce projet sur la digitalisation. Je pense que mon collègue a dû vous en parler en début de session, donc je ne vais pas réitérer. Peut-être juste me permettre du coup de transmettre aussi mes visions sur la digitalisation en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin. Il est vrai que la digitalisation est un grand chantier sur lequel beaucoup de pays, y compris les nôtres en Europe, se penchent. Parfois comme malheureusement uniquement un transfert d'outils et pas forcément l'occasion de repenser la relation entre le citoyen et ses fonctions publiques. Étant moi-même fonctionnaire d'un État, je pense qu'il est important de ne jamais oublier qu'on est là pour servir les personnes les plus précaires, les plus difficiles à atteindre, et que c'est malheureusement pas un outil qui va régler ce problème-là. C'est une vision de la fonction publique que l'on doit repenser tous ensemble et sur laquelle on doit être toujours alerte et où l'outil doit nous servir. Et la digitalisation doit servir en fait cette vision de la fonction publique. Donc j'espère que votre recherche et vos travaux permettront d'appuyer ça et d'éclairer au mieux les décideurs pour qu'on ait une fonction publique la plus proche du citoyen et la plus consciente de son devoir possible. Au Bénin, dans tous vos pays, il y en a beaucoup parmi vous dans lesquels j'ai déjà eu la chance de travailler, donc ça me fait plaisir aussi de les voir autour de cette table. Et puis aussi dans nos pays où on a des enjeux aussi de fracture digitale permanente. Je suis sûre que ma concitoyenne européenne pourra en témoigner également. Ce n'est pas un défi africain, c'est un défi mondial, parce que la précarité est mondiale. Je me permets aussi de rebondir sur les propos de notre jeune collègue de Dakar pour moi aussi appeler le LASDEL à beaucoup de solliciter dans les dossiers et dans les transmissions en temps et en heure des rapports. Je crois qu'ils sauront de quoi on parle. Et vous rappeler que c'est difficile parfois leur travail. Je le sais parce que je les harcèle à de très nombreuses reprises. Donc j'ai conscience du nombre d'emails qu'ils doivent traiter, du nombre de sollicitations. Ça n'empêche pas le Luxembourg d'être engagé sur 2 recherches avec eux, bientôt une 3e, Inch'Allah, si tout va bien. Et il nous plaira donc de nous revoir souvent à Parakou avec certains d'entre vous, peut-être lors d'une 10e université, ici ou ailleurs. On parle aussi d'autres géographies possibles pour le LASDEL et il me plaira beaucoup de les accompagner. Voilà, je vous félicite pour les excellents, en tout cas, entretiens que vous avez dû mener, sans quoi je n'aurais pas eu autant de retours positifs de la part d'Emmanuel et d'Issoufou, et de vous remercier aussi parce que c'est le travail que vous avez abattu qui va nourrir maintenant le rapport que moi je vais avoir la chance de pouvoir lire et analyser, et je l'espère pouvoir faire évoluer les projets de digitalisation des PTF européens, puisque c'était ça la finalité, c'est qu'on fasse une coopération de meilleure qualité. Donc voilà, merci à tous. Encore une intermède musicale avant de continuer avec la discussion. L'université d'été, 9e édition. Je remercie les organisateurs, les éminents professeurs et les différents partenaires. Je vous souhaite plein succès dans vos futures missions